Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on parle tennis, bien sûr, c'est mardi. C'est le tennis sur Tennis Talk sur Radio One. Avec nos superbes intervenants, Maître Lévy, le roi du pronostic. Bonjour, on est content de te retrouver, Karl. Oui, désolé, la semaine dernière j'ai eu une petite glissade. Et évidemment, notre bondissant Enzo Bamos Nadal, le petit frère de l'autre, qui a aussi des visions. Évidemment. Et qui regarde quand même l'US Open, même si, même après l'échec de son sparring partner. Ah oui, parce qu'en fait, il a tapé la balle un peu trop fort avec lui. C'est ça. Regarde le match apaisé maintenant, tranquille. Alors, tout de suite, Ah, j'adore le jingle. Ça fait plaisir. En fait, après une semaine, ça me manquait. Alors, le jingle, on va évidemment parler de l'US Open. De quoi peut-on parler d'autre ? Chez les filles, la casse terrible chez les favorites. Donc on n'a pas eu de Sharapova, on a eu tout de suite Wozniacki qui perd, Ivanovic qui perd, Pliskova qui perd. C'est terrible. Que se passe-t-il chez les filles ? Et on va évidemment faire un petit moment sur Kristina Mladenovic, bien sûr, dont on parle tout le temps dans cette émission. On lui dit tout le temps qu'on l'adore, elle ne nous écoute pas. Et là, enfin, elle a réussi à se débloquer. Bon, ça se passe pas très bien pour l'instant, son match avec Roberta Vinci, qui est le match piège par excellence, mais tant pis. En tout cas, pour l'instant, elle est arrivée enfin à faire un quart de finale dans un grand chelem. On en parlera. Maintenant, les garçons, évidemment, on va évidemment parler de Murray. Murray qui sort un petit peu, alors qu'on en avait fait un de nos favoris, qui sort un peu bizarrement contre Anderson. On en reparle. On va évidemment reparler de tous les résultats de la première semaine, avec Donald Young qui surprend, avec Simon qui a fait vraiment une semaine américaine épouvantable, avec mon fils qui se blesse encore. Donc on va reparler de tout ça. On va faire un débat, évidemment, à 19h30. Le débat avec toutes les blessures, les abandons, tous les coups de chaud. On va se demander un peu si le tennis est trop dur pour nos joueurs, si le tennis est trop dur, si le circuit est trop dur, s'il y a des problèmes de préparation physique. On va essayer de le savoir et de répondre à cette question. À 20h, on fera un peu de prédiction, j'aurai un peu les Madame Irma pour la deuxième semaine, chez les femmes et chez les hommes. Allez hop, Tennis Talk, c'est parti. C'est parti, et on se retrouve tout de suite, parce qu'on n'a pas de jingle ce soir, donc on se retrouve tout de suite à parler des femmes. La première semaine chez les femmes, chers amis, qu'avez-vous aimé ? Qu'avez-vous détesté ? Avez-vous été surpris de certains résultats ou pas ? La parole à Maître Lévy. Ouais, beaucoup de surprises. La défaite de Ana Ivanovic au premier tour, mais bon, qu'il y a eu un premier tour difficile aussi, contre Cibulkova, c'est ça ? Cibulkova, ouais, une bonne joueuse qui a beaucoup descendu. Ouais, une bonne joueuse qui est restée dangereuse. Et donc un mauvais tirage pour Ivanovic, parce que c'était peut-être pas facile de démarrer par Cibulkova. Elle aurait peut-être voulu un tableau un peu plus progressif. Donc voilà, c'est dommage parce que elle était sur une saison correcte. Bon voilà, donc ça a été un des grands moments, voilà, mais aussi d'autres favorites qui sont tombées, Pliskova,
Sharapova elle a pas joué au final, Sharapova. Non, elle n'a pas joué, elle a déclaré forfait quelques minutes avant l'ouverture du tournoi, ce qui est pas très classe d'ailleurs, parce que ça aurait permis aux organisateurs de refaire, d'avoir quelqu'un en plus en tête de série, d'avoir une tête de série numéro 3, etc. Donc c'est pas génial comme façon de faire. Hein. Pas très sympa. Et puis il y a évidemment aussi l'affaire Eugénie Bouchard, hein, qui a quand même aussi un peu secoué cette dizaine ou cette première semaine chez les filles avec l'incident. Beaucoup aujourd'hui, seule Simona Halep, Serena Williams et Kvitova ont survécu à la tranchée, quoi. Alors, est-ce qu'on peut juste après on donne la parole à Enzo, est-ce qu'on peut juste rapidement dire Wozniacki, que se passe-t-il? Ah oui, Wozniacki, j'avais oublié. Elle perd au deuxième tour ou non, au deuxième tour. Ouais, au deuxième tour. Hein. Ouais, au deuxième tour. Wozniacki, elle était quoi? Tête de série numéro 4? Quand même, oui. C'est une joueuse qui a changé son jeu aussi cette année. Qui est devenue peut-être plus agressive. Il y a eu des moments où on se disait qu'elle avait trouvé sa voie, et puis elle était un peu sur courant alternatif, et voilà, tout n'est pas encore. Je pense que tout n'est pas encore stabilisé en fait chez Wozniacki, ce qui explique un peu cette défaite un peu prématurée. Je pense qu'elle est en reconstruction, Wozniacki, en fait. Voilà. Moi, c'est mon avis. Enfin, un résultat terrible, hein, parce que l'année dernière, elle était quand même en finale. Donc c'est quand même un gros retour en arrière. C'est aussi un résultat terrible pour Ivanovic. C'est aussi un résultat terrible. Enfin, sortir au premier tour d'un Grand Chelem, c'est vraiment pas terrible. Il y en a d'autres, hein. Muguruza qui sort au deuxième tour, Suarez Navarro qui continue. Ouais. Bon, Suarez Navarro, déjà Muguruza, on le dit qu'elle a pas digéré sa finale à Wimbledon. Je crois c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Elle fait une saison post-Wimbledon catastrophique, je crois. Elle passe pas un tour dans tous les tournois de la tournée américaine. Donc, on s'y attendait un peu. Suarez Navarro, je pense que Enzo s'y attendait aussi. C'est pas une joueuse de dur. Bon, de là à perdre au premier tour, c'est clair. C'est une joueuse qui est sur le déclin aussi, hein, Suarez Navarro. Donc voilà, quoi. Non, moi, ce qui m'a plus surpris, à la limite, c'est Pliskova. Je voyais peut-être. Ouais, mais bon, on la voit faire un très très bon tournoi. Elle gagne un tournoi. Elle perd en finale, mais ça lui permet d'être 8e. C'est une nouvelle rentrante dans le top 10. Hein. Donc quelque part, moi je dirais que ce genre de joueuse, j'ai un petit, pour moi c'est pas une vraie titulaire du top 10 ou du top 8. Comme le sont les filles dont on a parlé, une Ivanovic, Safarova aussi. Safarova a perdu, oui. Elle aussi. Hyper tôt, et là on s'était posé la question mardi dernier, Safarova, est-ce que c'est pas le fait d'avoir joué New Haven qui l'a pas entamé physiquement, quoi. Kvitova a joué New Haven, elle a gagné, elle est toujours là. La différence, c'est que Kvitova, elle a gagné le tournoi. Et ce que je disais la semaine dernière, c'est que, mais arriver à l'US Open, en ayant gagné au niveau fatigue, c'est peut-être la même chose. Au niveau confiance, c'est un peu différent d'arriver, d'avoir joué un samedi ou un dimanche une finale, d'avoir perdu. C'est différent. C'est pas les mêmes dispositions mentales, je trouve. Ouais, je sais pas, parce que là, bon, elle joue une joueuse qui est sa copine, qu'elle n'a jamais battue. Voilà, elle peut s'attendre à la battre, c'est sûr, mais bon, là-dessus, je suis moyennement d'accord. Moi, je pense au contraire qu'elle a été beaucoup sur courant alternatif depuis Roland-Garros, et c'était plutôt une occasion de se dire, bon, je suis en finale, je perds contre quelqu'un qui est mieux classé que moi, que j'ai jamais battu, mais globalement, tout va bien. Et là, elle perd quand même au premier tour.
c'est quand même ça la fout mal. Je suis désolé de dire ça, mais ça la fout mal quand on était en tête de série entre 1 et 8 et de perdre au premier tour. C'est vraiment c'est vraiment pas génial. Elle perd contre Lesia Sourenko, voilà, qui la connaît. Ouais, après, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent dans le tableau féminin que dans le tableau masculin. Hein. Bah non, c'est l'inverse. Ça n'arrivait pas avant chez les filles. Les 8 premières, elles étaient quasiment elles étaient en pilotage automatique jusqu'au 3e, 4e tour. Et justement, il y a de plus en plus de Wozniacki. Elle perd contre Petra Shetkovska, qui était 129e ou 109e. Ça c'était complètement fou, quoi. Et non, c'est bon, il y a plein de gens qui ont perdu, hein. Kerber qui perd, bon, c'est pas déshonorant. Elle perd contre un Azarenka, Benchis qui perd, elle perd contre Venus Williams, pas déshonorant. Makarova, il y a Makarova, Benchis aussi, ouais, tout à fait. Bachinski aussi qui perd au premier tour. Ça, c'est vraiment elle fait un post Roland Garros aussi complètement catastrophique. Mais ça, on en revient toujours aux mêmes choses, hein. Ce sont des gens qui sont montés très vite. C'est un petit peu comme Alep l'année dernière, qui a quand même eu beaucoup de mal à digérer sa finale de Roland Garros perdue. Et là aussi, c'est pareil pour Bachinski. Elle a beaucoup de mal à digérer sa demi-finale et le fait qu'elle soit bien montée comme ça et qu'elle soit un peu à la lumière. Donc voilà, on va quand même donner la parole à Enzo parce que nous on monopolise un peu. Alors Enzo, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu chez les filles? Il y a quelques surprises qui m'ont plu. D'abord, j'ai beaucoup aimé Matek Sens, bon, qu'on connaît un peu avec son style extravagant et qui a posé des soucis à Williams. Bon, mais comme on sait, c'est surtout Williams qui s'est posé des soucis toute seule, mais ça a donné une belle opposition au final, et elles sont pas beaucoup à pouvoir offrir une belle opposition contre Serena. Il y a aussi Venus Williams qui renaît totalement. Non, enfin, qui renaît, je sais pas si on peut dire qu'elle renaît. Elle fait un beau tournoi en tout cas. Elle fait un beau tournoi, ça c'est sûr. Il y a la jeune Kontaveit, l'estonienne. Ah, l'estonienne, ok. Et qui sort des qualifs. Et qui est stoppé qu'en 8e, donc personne l'attendait en deuxième semaine, hein, puisqu'elle est au-delà de la 150e place mondiale, si je m'abuse. Mais surtout, j'ai retenu le tournoi de Bouchard, qui s'était pas fracassé dans les vestiaires. C'est dommage, Bouchard, elle revenait bien. Hein. J'ai vu son match contre Cibulkova, c'était vraiment intéressant. On a revu par séquence du vrai Bouchard, entre guillemets, si on me permet un peu l'expression. Et j'aurais bien aimé la voir contre Vinci, qui est un peu dans le style métronome, et où elle aurait vraiment pu développer son jeu, même si c'est toujours un match piège, où une bonne Bouchard aurait pu aller plus loin, quoi. Heureux et déçu à la fois. Et puis Bouchard, quand elle joue bien, enfin, ça tape, quoi. Hein. C'est ça qui est... Ah bah oui, c'est impressionnant quand elle joue bien, ouais. Mais après, je pense qu'il y a de bonnes choses. Sa nouvelle collaboration officieuse avec Connors a déjà un peu porté ses fruits sur ce tournoi-là. Et je pense qu'en continuant, pour moi, elle pourra faire une bonne année 2016 sur les mêmes bases que cette US Open. Ouais. Espérons que cette commotion cérébrale ne soit pas... Ouais, c'était très curieux parce que finalement, on n'a pas su énormément de choses sur l'incident. Hein. On nous a dit qu'elle s'est tapé la tête. Moi, j'ai vu. On sait pas ce qu'ils ont fait dans les vestiaires avec Kyrgios. On nous a dit qu'après le double mixte, ouais, c'est ça, qu'en rentrant dans le bain de glace, elle a glissé et que c'était la pénombre et elle s'est fracassé la tête. Quoi. En gros, c'est ça qu'on nous dit. Quoi. Ouais. Ça c'est la version de Kyrgios pour pas dire que voilà quoi. Kyrgios, il a pas dû être content d'une volée, il lui a fracassé la tête avec sa raquette. Mais surtout qu'elle avait gagné les deux matchs, hein. Elle avait gagné le double mixte aussi. Ouais. Double mixte, le double dame, elle était en course pour double mixte, double dame et simple dame. Hein. Et elle a possibilité de gagner partout quand même. Elle aurait pu battre Tichy, même si c'est un match toujours piège, on sera d'accord là-dessus, Karl. C'était pas non plus un obstacle insurmontable comparé. Ah non, elle joue bien. C'est vraiment complètement décevant. Mais bon, c'est un peu à l'image de son année, quoi. C'est au moment où elle joue bien, elle perd pour d'autres raisons. C'est quand même assez étonnant. Ouais, alors, on va quand même parler. Il y a Azarenka aussi.
Alors Azarenka qui revient, d'accord, mais C'est on pas va une quand même surprise, parler non de. C'est pas une surprise. On parle de Mladenovic quand même. Ah, Parce que généralement, on taille les Françaises, ce qui est normal parce qu'on les aime. On rappelle toujours qu'on taille toujours les gens qu'on aime. On ne parle pas des gens qu'on n'aime pas, mais quand on taille des gens, c'est parce qu'on les aime et qu'on attend mieux d'eux. mais pour Mladenovic, je plaisantais un peu. C'était pendant la tournée sur gazon pré-Wimbledon. Je rigolais un peu en parlant de son mental, parce que je le savais perfectible. On le sait perfectible et on sait qu'elle est pleine de talent, qu'elle est bourrée de talent cette fille-là. Et on sait qu'elle a tous les atouts pour devenir une grande joueuse de tennis. Une grande, oui, il faut lui dire, en simple, pas en double, en simple. On veut la voir en simple. Elle joue beaucoup en double avec Timea Babos, je crois. Oui. Sa meilleure amie, ouais. Et elle a vraiment toutes les armes. Elle a une bonne main. Elle a un service assez intéressant. Elle est capable de rentrer dans le court. Aujourd'hui, elle a des armes que peu de filles ont sur ce circuit. Et elle pourrait vraiment tirer son épingle du jeu si elle continue dans cette optique-là. Il lui manque une deuxième balle un peu plus travaillée quand même. Mais c'est quand même pas la seule sur le circuit féminin à qui la deuxième balle est quand même défaillante. On voit Alep, ça l'a pas empêché d'être numéro 2 mondial. Donc, oui, c'est clair. Et puis c'est vrai que bon, le silver lining, ou je sais pas comment on dit en français, mais le contre-coup d'avoir beaucoup joué en double positif, c'est que qu'elle a une très belle volée, quoi. Oui, c'est. Elle a une belle volée, elle a un bon retour. Hein. Elle a un bon retour aussi. Ouais. Bah ça c'est vraiment le double. Le service, le retour, la volée, c'est vraiment les domaines clés du bon joueur de double, et on les retrouve chez elle. Et ça peut être intéressant pour son simple. Après, j'ai peur qu'elle se consacre uniquement à son double parce que c'est une grande priorité pour elle pour l'instant, et qu'elle oublie un petit peu de se reconcentrer sur le simple, sur les fondamentaux. C'est un arbitrage financier. Après, si aujourd'hui elle gagne plus d'argent avec le double, voilà, si demain elle arrive à exploser un peu plus en simple, je pense qu'elle fera l'arbitrage qu'il faut qu'elle fasse. Elle a un talent fou. Bah, on le dit jamais assez quand même. C'est la française la plus talentueuse. Ah, non, on le dit tout le temps. On le dit tout le temps ici dès qu'on peut dire un bon mot sur. On dit qu'on est extrêmement déçu. Ah oui. Et on dit aussi qu'on adore ce qu'elle fait et qu'on adore ce qu'elle fait. Et bah oui, elle a tout d'une grande. Oui. Elle a tout d'une grande, même la taille. C'est une fille très sympa en plus. Hein. Moi, je l'avais rencontrée. Je sais pas, on va essayer de l'avoir en interview ici. Apparemment, Maître Lévy a des infos personnelles. Donc, non, mais je l'avais rencontrée à Miami quand elle s'entraînait avec justement Timea Babos. Et je lui avais touché 2 mots, et elle est très sympa. Elle a pas la grosse tête, et c'est une fille très accessible. D'accord. Bon, on est content. Bah, un peu moins content pour Caroline Garcia, qui est passé pas loin de battre Andrea Petkovic. C'est quand même ces deux joueuses. Moi, je les mets quand même ensemble, même si Caroline cette fois n'a pas réussi à délivrer. Je pense qu'il faut qu'elle se libère un peu dans sa tête et qu'elle fasse des trucs. Moi, j'aurais bien aimé qu'une Amélie Mauresmo la coach plutôt que de coacher Andy Murray. C'est peut-être mieux de coacher Andy Murray, mais j'aurais bien aimé qu'elle la coach parce qu'elles ont à peu près le même genre de problème de grande nervosité avant de jouer. Contre Petkovic, c'est ce qui s'est passé. Hein. Elle menait, oui, elle aurait dû gagner. Elle aurait dû gagner. Là, elle avait le match en main au deuxième set. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, mine de rien, avec Caroline. Et finalement, l'Allemande, elle a gagné à Lesbourg. Hein. Oui, non, mais elle a gagné à Lesbourg et à l'expérience, et aussi parce qu'elle est solide, Petkovic. Hein. Ouais, c'est une joueuse très solide. C'est pas facile à jouer du tout. Ouais, non, mais elle a gagné à l'expérience. On est d'accord, elle a gagné à l'expérience. C'est une bonne joueuse quand même, hein. Du top 15 mondial. Ça aurait été une vraie performance pour Caroline, qui elle aussi a un énorme talent, mais c'est encore le mental. Hein. C'est encore le mental. C'est malheureusement chez les joueurs français, on va le voir avec les garçons. Oui, c'est vrai. On fait pas de break, on passe tout de suite chez les garçons. Alors, les garçons, première semaine, on va peut-être s'arrêter tout de suite sur la défaite de Murray, comme ça ce sera fait.
Non mais attends, je comprends pas. On parle pas des filles la suite. On en parle après des filles la suite. C'est quoi le... Après, pour les prédictions de la semaine, pour les prédictions de la semaine, on en parle à 20h, 20h15, entre 20h et 20h15. Là, on fait le résumé. Le résumé de la première semaine. Ok, d'accord. Mais donc, il y a... Ok. Mais Vénus, Vénus qui revient bien, enfin, qui fait un bon tournoi quand même, faut le dire. Visiblement, pas dérangé par sa maladie, quoi. C'est toujours pareil avec Venus Williams, on sait pas trop ce qui se passe vraiment, et on sait pas si... Est-ce que c'est parce qu'elle a ce problème ou Oui, mais c'est clairement une maladie qui agit par poussée et là elle doit être un peu tranquille avec donc on est content pour elle que ça lui arrive à l'US Open. Voilà, ce qui est un peu malheureux, mais bon, on en parlera tout à l'heure, c'est le match de ce soir parce que ça me semble totalement improbable que ce soit Venus Williams qui batte Serena pour l'empêcher de faire le Grand Chelem. Bon, on en reparlera tout à l'heure, effectivement. Mais on en reparle tout à l'heure, mais bon. On en reparle tout à l'heure, Ok, alors, les garçons, et c'est Enzo qui prend la main sur les garçons. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? Déjà, j'ai une énorme déception et c'est pas celle que vous allez penser. Ah bon? J'ai une énorme déception. La première chose que tu m'as c'est la défaite de Fonini face à Lopez. Non, c'est vraiment la défaite de Dimitrov que j'attendais battre Silic au 3e tour et ça m'a vraiment déçu qu'il perde contre un Kukushkin qui joue solide mais qui il a bien joué le Kukushkin. Mais Dimitrov était loin de son niveau et ça m'a déçu. Alors, plus que la défaite de Nadal. Juste quelque chose de quand même d'important. On connaît Dimitrov, plein de talent, etc. Blabla. Super, excellent. Mais en revanche, il est quasiment impossible qu'il ne gagne sans quelqu'un qui lui éclaire un peu la route. Parce que il a tout le tennis du monde, mais il lui manque quand même un esprit tactique. Avec tout ce qu'il sait faire, c'est pas possible qu'il perde ce match. Il se prend les pieds dans le tapis tout seul parce qu'il sait pas ce qu'il doit faire. Ouais, encore une fois, un match quand même énorme de Kukushkin. Hein. Enfin, il fait pas un mauvais match, Dimitrov, hein. Honnêtement. Franchement, Dimitrov, quand on le voit jouer comme il a joué contre Murray à Cincinnati, on voit son niveau contre Kukushkin, on a vraiment de quoi être déçu parce qu'à chaque fois, lui, on l'attend plus haut, plus loin. Non, mais je suis d'accord. Il n'a pas d'entraîneur. Ce gars a besoin d'un entraîneur. Je suis d'accord avec Karl. Il lui manque une vision. Il est un peu comme quand Federer était en roue libre et qu'il arrivait sans tactique, quoi. Je pense qu'il devrait s'inspirer. Enfin, je pense qu'il a un jeu qui est quand même très proche techniquement de celui de Federer et que du coup il a un bel exemple à suivre et qui pourrait un peu s'inspirer de ce que fait Roger. Mais d'ailleurs, j'avais une question là-dessus. Est-ce qu'un Federer, à la fin de sa carrière, pourrait pas aller chercher Dimitrov? Je me suis posé la question. Et... pourquoi pas? Ce serait magnifique. Oui, ce serait un passage un peu... le passage du flambeau, entre guillemets, mais attention, il est très égoïste, Roger, hein, quand même. Mais il est super, mais il est quand même très égoïste, Roger Federer. Donc, il ne pourra le coacher que quand il aura vraiment fini sa carrière. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, il ne le coachera pas avant, ça c'est sûr. Hein. Mais et donc, du coup, puisqu'en me donnant la parole, tu voulais y arriver, il y a la défaite... Non, pas du tout. Hein. Non, on n'est pas là pour te... Mais ça, on n'en parle pas. De toute façon, c'est même pas une surprise. C'était attendu. On en avait parlé après le match contre Schwartzmann, parce que ça nous arrive de préparer l'émission. On en avait parlé et j'avais dit qu'il ne passerait pas Fonini. Bon, et statistique quand même, il mène 2-7-0, 3-1. C'est la première fois que Nadal perd en menant 2-7-0 dans un grand chelem. Mais c'est la première saison où il est aussi mauvais. Donc oui, c'est logique. On est d'accord. Le problème, c'est que... Oui, mais tu vois, par exemple, là, alors on peut dire aux auditeurs qu'on se parle toute la semaine, qu'on s'engueule et tout, par chat interposé. Mais moi, ce que je dis depuis plusieurs semaines, d'ailleurs, on s'est fait engueuler par Guillaume qui revenait de plusieurs semaines et qui a lu 200 messages d'engueulade sur les chats et qui nous a dit, ouais, vous dites tout le temps la même chose. D'ailleurs, Guillaume, qu'on salue ce soir, qui est pas avec nous, malheureusement.
Et Non, nous ne trashons pas Nadal. C'est ça là. non, mais on s'oppose un peu sur le chat. Évidemment, dans l'émission, on est beaucoup plus soft, mais beaucoup plus calme. Mais moi, ce que je dis simplement, c'est que quand je vois un champion qui bat tous ses records à l'envers, j'ai peur. J'ai peur pour lui. Comment va-t-il faire pour se remettre en selle? C'est pour quand moi, même. il se remettra pas en selle. Il va arrêter. Enfin, moi, je le voyais arrêter ou à Madrid ou au JO de Rio l'année prochaine. Ouais, mais les JO, c'est loin, c'est dans un an. Hein. Ouais, non, mais les JO, c'est loin, c'est dans un an. Tu te rends compte le nombre de places qu'il peut perdre? Il peut même ne pas être qualifié pour les JO. S'il descend trop bas. Il peut même ne pas être qualifié pour les Masters aussi de fin d'année. La question pour Nadal, elle est simple. C'est soit il y a quelque chose qu'on ne sait pas, mais apparemment cette thèse commence à être écartée parce qu'il répète mordicus qu'il s'est jamais senti aussi bien physiquement de sa vie. Ouais, ça c'est de la un peu de démagogie ça. Ouais, bon, non, c'est pas de la démagogie, c'est de la méthode Coué ça. C'est souvent une méthode qui a été utilisée aussi par Federer quand il était assez mal. Tout à fait. De dire non, tout va bien, il n'y a pas de souci, tout va bien, je suis en forme, etc. Soit il y a un pépin physique et voilà, bon, dans ce cas, il va peut-être le régler et voilà. Soit il n'y a pas de pépin physique et soit il arrête sa carrière, ou soit il change, soit il change, enfin je sais pas, il arrête avec Tony ou il prend quelqu'un d'autre en parallèle ou il tente des trucs. Ou il tente des. Alors. Eh ben, on a vu. Non, mais si, là, il faudrait savoir. Si tu veux, là, nous, on commence à connaître assez bien le tennis, entre guillemets, on a vu Ivan Lendl pendant 2 semaines au tournoi, on sait pas ce qu'il foutait, on sait pas pourquoi il est là. Non, mais visiblement, Lendl ne prendra plus d'autres joueurs. Et je ne pense pas, d'ailleurs, que la condition physique actuelle de Nadal lui permettrait de travailler avec Lendl. Parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui auraient pu travailler avec Lendl, à part Murray. Mais Murray a une condition physique de dingue. Hein. Faut savoir qu'il vaudrait, s'il s'entraînait pour ça, il vaudrait 55 secondes aux 400 mètres. Hein. Je vous autorise à faire 400 mètres à fond et à comprendre ce que ça veut dire 55 secondes aux 400 mètres. Ah oui, non, mais moi, je sais pas si, ou en tout cas, j'ai trouvé Nadal, enfin, je sais pas si c'est une perception. C'est 400 mètres à 11 secondes. Hein. J'ai trouvé qu'il était revenu très musclé, là. Du haut du corps. Bizarrement, pas forcément du bas, mais je l'ai retrouvé hyper gonflé. Alors, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, honnêtement, la question, elle est même plus là. Elle est, alors qui? La question qui? Un mec qui peut Nalbandian, un mec qui peut lui apprendre à aller vers mais Nalbandian, ça peut pas marcher. Nalbandian, c'est le talent sans le boulot. Alors que c'est le talent sans le boulot. Nalbandian, c'est un joueur de main, c'est un mec qui bosse pas, c'est un des seuls joueurs qui pouvait arriver avec un petit sac à bière sur un court et être capable de gagner le match, qui était capable de se faire des méchouis de dingue en Argentine. McEnroe, par exemple. McEnroe, Lendl, mais qu'est-ce qu'il pourrait apprendre McEnroe pour le côté tactique un peu que Nadal semble avoir perdu. Il joue plus avec des plans tactiques. Avant, il avait quand même parfois des plans tactiques. Maintenant, il joue avec des plans tactiques. Moi, je trouve qu'il joue avec des plans tactiques. C'est juste qu'il faut. Parce qu'il y a Tony qui parle pendant tout le match, donc il y a des plans tactiques. Mais Tony, il parle pour rien dire. Mais la question aujourd'hui, c'est. À mon avis, il doit plutôt parler pour dire quelque chose, parce que s'il parlait pas, j'ai du mal à croire que s'il se passerait des choses, hein, malheureusement. Nadal n'a plus de jus. Nadal ne peut plus jouer comme de la manière. On dit il a encore une chance à Roland-Garros, c'est faux et archi faux. C'est faux. Le tournoi, il a encore moins de chance. Il a encore moins de chance à Roland-Garros que n'importe où ailleurs. Donc maintenant, Nadal, l'équation, elle est simple. Soit il change, soit il apprend à jouer vers l'avant, chose qu'il n'a jamais fait de sa carrière. Et même en 2013, quand il fait la meilleure saison sur dur de sa carrière, il joue pas vers l'avant. Il joue à la Nadal, il le fait bien, mais il joue pas vers l'avant. Soit il prend la balle plus tôt quand même. Ouais, il prend la balle plus tôt, mais il joue comme Nadal joue. Voilà, il prend juste la balle plus tôt. Soit il apprend à jouer en 3 coups de raquette et à volleyer, soit il arrête sa carrière. Et aujourd'hui, Nadal n'a plus les jambes, n'a plus les appuis, n'a plus l'explosivité
il n'a plus le bas du corps qui lui permet d'avoir le jeu qu'il avait jusqu'à il y a encore 2 ans. C'est terminé. Voilà. Il faut le. C'est un constat. Ok, on arrête sur Nadal parce qu'on peut en parler des heures. On arrête sur Nadal. On passe sur tous les autres. Benoît Paire, c'est beaucoup mieux. Alors Benoît Paire, qu'est-ce qui se passe, Benoît Paire? Vas-y, dis-nous. Toi, tu adores Benoît Paire. Ah mais je m'en cache pas, je suis absolument ravi de son tournoi parce que juste après le match contre Nishikori, je disais que j'espérais pour lui une deuxième semaine et qu'il avait largement les moyens s'il restait sérieux. Et j'ai vu un Benoît Paire qui était un peu, presque en paix avec lui-même, qui a commencé à être serein. Tout est dans le presse. Qui cale 2 fois 6-1 à Robredo à l'US Open, donc quand même c'est relativement rare. Oui, non, mais un Robredo vieillissant quand même. Faut quand même, c'est pas le Robredo. Oui. Mais c'est jamais un joueur facile à jouer, un joueur facile à taper. Mais il a plus de 10 balles non plus, lui. Hein. C'était pas le Robredo des grands soirs non plus. Hein. Et bon, il a fait 3 très bons matchs, Benoît Paire. Et après, je sais pas si c'est physiquement, mentalement, tennistiquement, il a eu une grosse décompression arrivée en deuxième semaine. Et là, c'était inévitable. La défaite contre Tsonga était inévitable. Contre un Tsonga d'ailleurs qui n'a pas été breaké depuis le début du tournoi. Bon, alors Benoît Paire, c'est vrai qu'on l'aime bien, c'est vrai qu'il a un jeu atypique, c'est vrai qu'il est frais dans le circuit. Après, c'est un joueur qui a quand même toujours des sautes de concentration assez importantes. Il a vendangé énormément contre Tsonga et après la perte du premier set, il est plus dedans, il fait plus rien. Il sort du match. Il sort complètement du match. Bon voilà, c'est toujours un joueur qui peut sortir totalement d'un match. Mais donc, après, je trouve qu'on souligne jamais assez, même si on le fait de temps en temps, on souligne jamais assez le travail de Lionel Zimmler quand même avec Paire, qui fait un travail absolument incroyable de canalisation et de mise en condition mentale de Paire, et aujourd'hui on retrouve un Paire qui dans les moments importants sait jouer au tennis. Mais contrairement à canaliser cette rage pour en faire un espèce de mort de faim à la Murray, parce que ce qu'arrive à faire Murray, je trouve très bien. Paire, quand il le fait, c'est plus dans du n'importe quoi. Je trouve, hein. Enfin, c'est plus dans dans de l'amorti à outrance, des coups un peu bizarres, du show. Voilà, ce qui alors que Murray va plus être dans le style, je me bats sur tous les points. Alors après, voilà, je pense que Benoît, Karl, il lui manque aussi une petite dimension physique que Benoît Paire, c'est pas Andy Murray physiquement. Non, mais moi je pense que ce qui manque à Benoît Paire, c'est surtout la dimension mentale. Avant de parler même de dimension physique, c'est la dimension mentale. Si les choses ne se passent pas comme il veut, il peut péter un plomb et il peut tout lâcher. Ce qui est vraiment le truc qu'un vrai champion ne fera jamais. Ah mais après évidemment il peut lâcher, mais c'est un personnage un peu étrange. Mais quand il joue comme contre Nishikori ou même contre Robredo, c'est un tel régal de le voir faire ses amortis. Il faut relativiser, Enzo. Bon, Robredo, il est sur la fin, et Nishikori, c'est un Nishikori blessé, quoi, quand même. Globalement, voilà. On va pas. C'est pas un gars. Bon, je vais dire un truc horrible, mais c'est pas un gars qui gagne souvent, donc on va pas quand même lui enlever sa victoire contre Nishikori, même s'il est un peu blessé. Faut le battre quand même. Ok, c'est une très belle victoire. On est content pour Benoît. Il a fait un beau tournoi. Bon, voilà. Oui, c'est un Français, on l'aime bien quand même, tu vois. Même si parfois il pète un peu. Mais on avait quand même les plombs avant le tournoi que Raonic, Nishikori et on les voyait en deuxième semaine, bien sûr, bien entendu, en quart de finale. Et non, voire justement, on les voyait pas parce que Raonic. Ah non, Raonic, on le voyait pas parce qu'il revenait de blessure, ok, mais Nishikori, oui, on le voyait.
Bah, Nishikori, il revenait de blessure aussi. Ouais. Bon. Moi, je le voyais quand même aller plus loin. Je suis quand même très déçu. Enfin, on avait quand même dans le chat, pour revenir là-dessus, on avait dit, Djokovic, il est en haut du tableau, il a personne parce que il verra jamais Goffin, il verra jamais Nishikori, et il verra jamais Nadal. Et il verra jamais Nadal. Donc bon, voilà, c'est juste que c'est un peu à relativiser. Après, Benoît, il a aussi montré des bonnes choses à Cincinnati. Et je pense qu'il est en progression, il progresse mentalement, il fait des belles choses et voilà. Il a quel âge, père? Il a 24, 25? Il a 26 ans, je crois. Oui, il a c'est très tard. C'est très tard quand même pour faire quelque chose. Là. Même si les gens commencent à s'inspirer un petit peu de Wawrinka qui a explosé à 28 ans, n'est pas Wawrinka qui veut et. Non mais. Si la question c'est Benoît a du talent, oui, Benoît a du talent. Bon, alors que Kristina Mladenovic vient de nous faire un match horrible. Ah mais ouais, elle a rendu son break d'avance avec 4 doubles fautes, donc ouais, là elle est 3 ou 4 doubles fautes. Elle est en mauvaise posture là. Ouais. Bon, bah voilà, bon, on a commenté la défaite. Ouais, la défaite de Raonic aussi. On a bon, attendu, il revient, il a du mal à revenir. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. Il a du mal à revenir. Il était d'ailleurs un peu blessé. J'ai vu sa conférence de presse après. Il était un peu blessé. Il trouvait pas ça très. Ouais, on peut se poser des questions parce que cette blessure au pied. Elle est lancinante, elle revient, elle est chronique. Oui, mais c'est normal quand tu fais 1m96 ou 98 et que tu pèses près de 95 kilos et chaque appui, même si évidemment ton corps et tes muscles sont proportionnellement fait pour que tu supportes ça, malheureusement, ça sera jamais pareil qu'un mec qui mesure 1m60 et qui pèse 45 kilos. Oui, et puis une blessure au pied, c'est horrible parce que à chaque fois qu'on... surtout au tennis. Ouais, surtout si tu pousses comme un malade comme ça, tu pousses au service, mais c'est pour ça sur les jambes au service. C'est pour ça que Milos Raonic, il aurait peut-être intérêt à régler cette blessure, quitte à prendre le temps qu'il faut qu'il prenne, mais voilà, peut-être pas revenir trop tôt et à soigner ce pépin qui sinon va l'handicaper tous les 2 mois, quoi. Voilà. Mais après, est-ce qu'il n'aura pas un destin un peu de blessé chronique toute sa carrière avec son gabarit pas facile? Ça, on peut s'en. Bah, ça dépend de ce que tu fais. En avoir peur. Ben, tu vois, ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, parlons de Federer. Federer, il fait une technique, je sais plus comment ça s'appelle. Il a une technique spéciale, Federer. Tu vas voir quelqu'un qui te manipule à peu près tous les 6 mois, et c'est ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. C'est quelqu'un qui a fait qui fait extrêmement attention à tout ce qu'il fait, et comme par hasard, le mec n'est pas blessé. Donc il y a aussi tout un suivi médical. Quelqu'un comme Murray a fait énormément de progrès dans le suivi médical. Il a un médecin particulier. J'ai même rencontré son médecin il y a 3 ans en Allemagne, qui travaillait plus avec lui, qui était avec lui, qui faisait un autre sport et qui me parlait un petit peu sans dévoiler de secret, mais bon. Qui disait quand même ce qu'il faisait, on voit quand même il y a tout un suivi. Je pense que là, il a aussi un psychiatre. Il a aussi un psychiatre. Non mais oui, après. Non, vas-y, Kara. Il le dit. Hein. Enfin, il le cache pas. Mais oui, c'est un peu logique parce que là, on va peut-être arriver à aller dans le débat en disant que le tournoi, on a vu toutes ces blessures, la casse énorme qu'il y a eu. Il y a eu presque une trentaine de matchs avec de la casse, avec des gens. Bon, on va mettre le côté Bouchard un peu de côté parce qu'elle s'est tapé la tête toute seule. Enfin, ce qu'on en sait. Mais surtout, on a vu des joueurs qui craquent physiquement, quoi, qui se blessent sur le terrain, qui peuvent plus avancer, et on se dit, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une prise en charge qui est vraiment au niveau? Parce que maintenant, le soigneur de l'ATP, c'est plus, ça suffit pas. Non mais après, il faut se dire que tout le monde n'a pas les moyens. Déjà financièrement, tout le monde ne peut pas s'entourer comme Murray ou Federer. C'est déjà une sorte d'injustice entre guillemets. Et après, on a aussi, tout le monde n'a pas la fluidité du jeu de Federer qui le rend un peu moins vulnérable aux blessures. Ses appuis
aérien, etc. Son jeu tout en relâchement, je sais pas vraiment si on peut dire ça, mais son jeu en relâchement, tout en relâchement, c'est un hyperlaxe dans l'effort, donc son jeu est forcément en relâchement. C'est-à-dire que là où des gens vont contracter leurs muscles à une demi-seconde, lui, il va contracter son muscle à un dixième de seconde pour avoir le même résultat. C'est là déjà il y a une injustice entre guillemets, bien sûr. L'injustice est un pas d'injustice, mais pour ce qui est des moyens médicaux, les joueurs peuvent se mettre ensemble et comment dire les joueurs peuvent se mettre ensemble et comment dire les joueurs peuvent se mettre ensemble et mutualiser un médecin. C'est tout à fait possible. Ouais, bon après t'as aussi le souci de l'aspect compétition, de l'aspect secret médical. T'as pas forcément envie qu'un médecin sache tes points faibles et qu'il puisse les dire. Enfin, non, mais si t'as vraiment pas d'argent, tu peux mutualiser et éviter ce genre de choses. Oui, non, mais c'est sûr. Après, bon, voilà. Après c'est le débat, donc on va peut-être pas en parler tout de suite là sur la question. Bah si, parce que là il est 18h40, donc il faudrait qu'on rentre dans le débat. On va se faire encore 2 minutes sur ce que vous avez vu. Ouais, on a vu Silic quand même qui est encore là, voilà. Donc c'est déjà difficilement quand même. Hein, il a bien galéré contre Kukushkin. Ouais, mais ça c'est son style, c'est son style à Silic de galérer. Donc avec d'ailleurs exactement le même jeu qu'il avait l'année dernière où il se passe rien, mais il se passe quelque chose et puis il se passe rien et puis il sert et il a quand même un jeu qui est chiant à mourir. Enfin, excusez-moi, je devrais pas dire ça, mais regardez Silic jouer, c'est une purge tennistique quoi. C'est enfin bon. Bah, c'est chacun son jeu, hein, chacun son jeu malheureusement, et chacun essaye de chacun son jeu. Exactement. Là, si le tennis ça pouvait être que les stylistes ou que les punchers ou que des gens agréables, ça serait. Là, on voit bien que c'est pas le cas. Et, ouais, Silic c'est typiquement le joueur chiant à jouer. Donc voilà. Bon, et puis peut-être revenir sur Murray parce qu'on a 2-3 minutes. Après, on va plus en reparler. Bon, Murray, qu'est-ce qui s'est passé? Murray qui est retombé dans ses travers, qui est retombé dans son travers de faire jouer l'autre, de pas attaquer, de pas faire de coups droit gagnants, de remettre la baballe et voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est pas un accident. Hein. C'est pas un accident. Moi, je pense qu'il a pris le match dans le mauvais sens. Par le mauvais bout et qu'après ça devenait impossible avec des problèmes de confiance avec des problèmes de confiance comme il peut y en avoir maintenant dans le tennis, avec des joueurs qui sont quand même pas très loin les uns des autres, et un joueur qui lui a gagné un tournoi juste avant l'US Open, et qui a aussi, à mon avis, s'est inspiré un petit peu de ce que peut faire Federer, parce que il s'est inspiré de ce que peut faire Federer en se disant je ne vais pas me battre avec Allô. Excusez-moi, je ne vais pas me battre du fond du court avec Murray, je vais perdre. Donc il vaut mieux que je fasse du tennis un tennis d'attaque, je prends tous les risques, ça passe. Ouais, certes, mais bon, la vérité c'est que Murray l'a beaucoup aidé, que Murray a c'est toujours pareil, hein, si tu baisses un peu, l'autre monte un peu aussi, c'est toujours, il y a des vases communicants. Oui, d'accord, et il a failli quand même, se passer ce qui s'était passé à Wimbledon où Anderson avait failli sortir Djokovic et finalement il ne sort pas. Et à un moment, on se dit vraiment, il mène 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, il doit sauver des balles de break. On se dit, d'ailleurs, c'était assez drôle parce qu'à chaque fois qu'il devait sauver des balles de break, il sortait des aces. À chaque fois qu'il était en difficulté, il sortait des aces. À chaque fois qu'il avait l'avantage, il mettait un coup droit dans le filet ou un service dehors.
Et c'est là où on se dit quand même que Kevin Anderson, il est encore mentalement un peu fébrile. Il est très fragile, mais en même temps, il n'a pas des résultats de ce niveau depuis longtemps. Et c'est là aussi qu'on en revient à des discussions qu'on a sur le chat, en disant aussi qu'il y a des écarts énormes entre le premier et le deuxième, entre le premier, le deuxième et le troisième, et entre le quatrième. Ces moments très très importants où il faut être capable de mettre une balle dans le court. On a pu le voir par exemple avec un Feliciano Lopez qui est peut-être l'un des joueurs les plus doués du circuit, qui tient dans sa raquette à Madrid Federer et qui fait un smash hors court. Alors que normalement il a qu'à la pousser, mais il se passe un truc où son cerveau se grippe et à ce moment-là il fait n'importe quoi. Et c'est ça la différence entre pour moi un Kevin Anderson, un Richard Gasquet et un Novak Djokovic ou un Roger Federer, et même Berdych qui est quand même dans le top 6 ou dans le top 5 depuis quand même pas mal d'années. Il a ce problème, il a toujours ce problème qui fait que il se crispe, qu'il y a une fébrilité dans le bras dans ces moments-là. Bah là clairement pour Berdych, puisqu'on l'a vu encore perdre dans un match qui ne doit pas perdre normalement, on se dit que ce garçon n'arrivera jamais à gagner de très gros tournois. Il est limité aux 250. Il a déjà gagné un Master 1000, Berdych, ou pas? Oui, à Paris. Oui, il a gagné à Paris il y a longtemps, 2005, 2006, quelque chose comme ça. Donc il y a un bon moment, quoi. Mais bon, il est malheureusement. Il est comparable à Tsonga, quoi. Voilà, c'est ça la vérité, quoi. Oui, il a fait une finale de Grand Chelem comme Tsonga en 2010 à Wimbledon contre Nadal. Et avec normalement, ce qui est très curieux, plutôt le jeu pour la gagner par rapport à Nadal avec son service, mais bon, il n'a pas gagné. Et oui, voilà, il a gagné un Master 1000, oui, voilà, c'est tout. Non, Tsonga a gagné 2 Master 1000. Ouais, Tsonga a gagné 2 Master. Bon, ben voilà, donc je pense que c'est des joueurs qui manquent de tranchants dans les moments. Et Anderson, moi j'ai regardé le match et je pensais qu'il allait pas y arriver. Hein. Je me suis dit, Murray, il va s'en sortir à l'expérience. D'ailleurs, Murray tentait l'esbrouf. Il voyait bien que Anderson n'arrivait pas à conclure et il lâchait des commons alors qu'il avait rien fait. Donc voilà, il y avait de l'intox. Il y avait de l'intox du côté de Murray et ça a failli se passer comme ça. Donc oui, passons au débat. Alors passons au débat. Le débat. Alors, on a vu dans ce tournoi énormément d'abandons au premier tour, deuxième tour, troisième tour. Surtout au premier tour, on a vu Jack Sock prendre un coup de chaud, ce qui est quand même assez incroyable à ce niveau de préparation. On a vu plein de choses et on peut se demander si le circuit ne devient pas de plus en plus dur et de plus en plus dur pour avoir ce genre de choses. Et là, on est presque à la fin de la saison, on est en septembre, fin août, début septembre, on joue depuis la dernière semaine de décembre. Que se passe-t-il? Maître Lévy. Enzo. Allô. Ah oui, Maître Lévy, alors vas-y. Ouais. Donc, que se passe-t-il? Moi, déjà, ce que je pense, c'est que on est on est relativement à la fin de l'année, et puis on est dans le dernier tournoi, si ce n'est peut-être pas le dernier, mais quasiment le dernier, qui se joue en extérieur, l'été, où il fait chaud, humide, les conditions sont compliquées, les joueurs doivent loger à Manhattan, machin, il y a la circulation. New York, c'est une ville hyper fatigante, tout le monde le sait. Voilà, et puis on est en septembre, les joueurs ont enchaîné quand même une saison sur Terre, une saison Wimbledon, la saison nord-américaine qui est aussi hyper fatigante. Voilà, ils arrivent un peu en bout de course.
C'est pour ça, d'ailleurs, que le choix de Federer de pas jouer l'un des deux Master 1000 je sais pas, il y a des bruits derrière, hein, ça doit être. C'est moi. La décision de Roger de ne pas jouer l'un des deux Master 1000 est peut-être une décision raisonnable parce que voilà, je pense que il y a l'accumulation de l'année, de l'été, de l'humidité et donc de beaucoup de choses. Et au niveau sûrement des biorhythmes, c'est peut-être un moment où les joueurs sont plus fragiles. Après, je suis d'accord avec toi, William. On est un peu. Je pense que les joueurs dans l'année, ils sont comme au dans le milieu du cyclisme. Ils choisissent, ils cochent quelques dates et ils font des pics de forme de préparation. L'US Open en fin d'année, on arrive en de pic de forme entre guillemets. Et là, ça devient compliqué. Le climat, c'est quasiment caniculaire à New York en ce moment. Et puis, le facteur des matchs en 5-7, etc., ça favorise évidemment les ruptures qui sont incroyables. Ouais, enfin, il y a des gens qui ont quand même perdu après un set, perdu 6-1, quoi. Donc ça voulait pas dire qu'ils sont restés ils sont pas restés là pendant des heures et des heures. Ouais, mais Karl, regarde, à Wimbledon, bon, il fait quand même jamais très très chaud. Non, c'est un peu anglais. À Roland Garros, bon, il peut faire une journée chaud, mais il va pas faire 2 semaines chaud et il fait pas humide. Bon, ok, en Australie, il fait hyper chaud, mais souvent déjà sur les grands, ils ferment les toits, machin, ils ont des trucs climatisés. Bon. À New York, globalement, il fait tous les ans 30 degrés et 100% d'humidité. Et voilà, c'est physiquement le tournoi. Et c'est en 3-7 gagnants. C'est physiquement le tournoi le plus compliqué de l'année. Il y a Miami, qui est aussi un tournoi très dur, mais il se joue encore en avril, où il fait encore pas trop chaud en Floride, même si ça commence. Et surtout, il se joue en 2-7 gagnants. Donc je pense que Enzo a raison, le facteur 3-7 gagnants plus fin d'année plus chaleur humide, bah voilà, c'est... Alors, enfin, qu'est-ce que vous dites que le tournoi est mal placé en termes de date, ou alors il faut plus jouer de grand chelem au meilleur des 5-7. Et puis New York, c'est une ville quand même. C'est une ville névrotique. C'est une ville où, voilà, c'est une ville où qui puise dans l'énergie. Les joueurs se tapent 2 heures de commute tous les jours pour aller à Flushing Meadows parce que évidemment qu'entre Manhattan et le Queens ça roule pas. Donc ils vont pas non plus y aller en hélicoptère. Donc voilà, enfin, les joueurs veulent profiter aussi de la vie new-yorkaise. Moi, je pense que les joueurs devraient loger dans le Queens, pas très loin, sauf qu'ils logent tous à Manhattan. Après... Ils logent à Manhattan, ils logent même tous près de Central Park. Hein. Voilà, mais ce qui est une aberration, parce qu'ils mettent littéralement 3 heures tous les jours pour aller à Flushing Meadows. Ouais. Aller-retour. Moi, je te dis que ils peuvent mettre 2 heures d'embouteillage. C'est un enfer. C'est un enfer. Déjà, c'est loin, le Queens. Et ensuite, c'est l'aéroport. Il y a les 2 aéroports des États-Unis, puisqu'il y a JFK et LaGuardia. Et c'est un des axes les plus embouteillés de New York. Donc il passe un temps fou dans le bus ou dans le taxi pour les plus riches, quoi. Après c'est aux joueurs de s'adapter. C'est Roger, je crois, qui a mis des petits tacles comme ça en disant que les joueurs avaient qu'à être préparés. Mais au final, c'est pas totalement faux. Il y a des joueurs qui sont pas préparés à cette chaleur-là. Ils savent qu'ils ont. Roger, il joue tout le temps le soir aussi, hein. Donc, il est un peu privilégié dans le sens où il joue quand même tout le temps sur le central et tout le temps le soir. Donc, oui, sauf que pour arriver là, il a quand même eu à
il a quand même eu à se battre dans parfois des conditions, quand il était plus jeune, dans des conditions aussi difficiles, et il a réussi à trouver les solutions. Au final, c'est une question de préparation, et les joueurs savent à quoi s'en tenir, et je trouve pas ça normal, entre guillemets, qu'il y ait autant d'abandon. Moi, je peux vous dire quand même que il doit, Roger, qui est quelqu'un de très affluent sur le circuit, doit faire beaucoup pression pour être programmé le soir sur le central. Donc, je pense qu'il n'a pas besoin de faire pression pour être programmé le soir. Ouais. C'est la télé qui fait, c'est la télé qui fait le programme. Hein. C'est la télé qui fait le programme, mais n'empêche que ça. Oui, non, mais ça c'est vrai. Mais n'empêche que ça l'arrange bien. Oui, non, mais clairement. Ah bah ça l'arrange bien, mais bon, c'est un peu. C'est un peu la star du tournoi, c'est un peu la tête d'affiche. Ouais, non, mais attendez, quand vous jouez et qui fait 25 et pas 35 et qu'en plus vous êtes sur le central, qui est apparemment beaucoup plus isolé du vent que les autres cours maintenant qu'il y a une structure au-dessus, c'est un avantage. Voilà, c'est un avantage. Mais il se l'est construit après cet avantage-là. Il l'a. Enfin, c'est pas qu'il l'a mérité. Mais... Ouais, là, on sort du sujet. Là, le sujet, c'est le circuit est-il de plus en plus dur? Je pense que oui. Je pense que oui. Non, mais oui, je pense que oui. Le circuit est de plus en plus dur. Mais je dirais que c'est linéaire. Ça a toujours été de plus en plus dur. Dire, avant, il y avait les raquettes en bois. Après, il y a eu les. Non, mais voilà. Le circuit, physiquement, il est de plus en plus demandeur. Moi, je sais pas trop si je suis pas prêt je préfère pas jouer avec les nouvelles raquettes qu'avec les raquettes en bois, quand même, qui pesaient 1 tonne. Ouais, mais regarde, tu regardes un match dans les années 80, tu regardes Yannick Noah. Ah bah, il frappe pas, il pousse la balle, comparé à aujourd'hui. La densité physique, elle est pas la même. Non, mais c'est sûr. C'est une question de densité physique, mais c'est que maintenant, on considère quasiment le physique au-dessus de tout dans une qualité. On voit aujourd'hui les meilleurs joueurs du monde, enfin, c'est pas ça, mais presque avant d'être de grands tennisman, etc., ce sont de grands athlètes. Tu parlais de 55 secondes au 400 pour Murray, ce sont de grands athlètes. Bah oui, t'as des comme Murray. 55 secondes au 400 mètres, oui, Murray, c'est beau. Murray, il est monstrueux. Djokovic, il est monstrueux. Murray est devenu monstrueux. Federer, tu regardes ses jambes, il est monstrueux aussi. Enfin, on imagine. Nadal, il était monstrueux. Un Nalbandian être numéro 1 mondial actuellement avec son petit billet à bière. Et d'ailleurs, c'est un des soucis de Richard. Richard, il peine un peu à ce niveau-là. Ben, c'est normal, il a jamais voulu faire les efforts. Il a jamais voulu faire les efforts pour justement avoir une dimension physique. Et il a fait justement ces efforts avec comment s'appelait-il le joueur trop tard avec un entraîneur argentin. Et même, on parle de physique, Karl. Joe, il y a 2-3 années, peut-être avec Rachid justement, je sais plus avec qui, mais il a pris une autre dimension physique. Il avait pris une autre dimension physique. Mais il avait perdu presque en qualité de jeu parce que Rachid lui faisait faire. Ouais, il en avait presque perdu en qualité de jeu, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il a su tirer profit du Rachid. Préparateur physique. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il a très bien utilisé. Ça. Et aujourd'hui, Joe, physiquement, c'est le Français qui est le plus affûté, quoi. Enfin, qui est le plus, qui a la dimension physique la plus importante. Mais c'est aussi parce que c'est le plus motivé, le plus enclin à faire des sacrifices dans un circuit qui maintenant. On ne peut pas arriver la clope au bec, la bière à la main sur un terrain non, ça c'est sûr. De Federer, quoi. À la Fabio Fognini, ouais. Quoi, il clope Fabio? Il a une tête à cloper, non? Ça me m'étonnerait pas qu'il clope Fabio. Non mais Fognini c'est autre chose. Fognini c'est un joueur, c'est Jean-Paul Lotte qui disait ça, qu'on n'a jamais vu un joueur avec une telle main, avec un tel talent, une telle accélération
de bras. Quand on voit ce qu'il a été capable de faire dans le 5e contre Nadal, des coups où il est arrêté, où il joue en marchant et où il met des claques en trouvant des angles incroyables. Alors, c'est vrai qu'il a une accélération de poignet, le bonhomme, qui est monumentale. C'est un des seuls joueurs au monde qui peut te sortir un coup droit monstrueux en étant statique. C'est pour ça que c'est un gâchis. Ouais. Juste avec le bras. C'est incroyable. C'est peut-être un des joueurs les plus talentueux qu'on ait vu passer. Ok, pour conclure. Pour conclure, ce tournoi, c'est le tournoi le plus physique de l'année, avec l'Open d'Australie. Mais l'Open d'Australie, il arrive en début de. Alors c'est différent. L'Open d'Australie, c'est plus les diesels qui sont pas encore chauds, alors que l'US Open, c'est plus les diesels qui sont les moteurs qui ont plus d'essence, quoi. Voilà. C'est les deux grands chelems qui sont de toute façon, voilà, l'année, le pic de forme est censé pour les joueurs être atteint au moment de Roland-Garros et Wimbledon. Voilà, l'année est construite pour ça. L'US Open, c'est le dernier tournoi outdoor qui est physiquement plus compliqué que les autres, sachant qu'après ils vont retourner en Europe. Il y a la tournée asiatique courte, mais qui vont retourner en Europe, jouer en salle ou en 2-7, où c'est quand même physiquement beaucoup moins dur. Ouais, et puis il n'y a pas tant de tournois que ça, puisqu'il y a en même temps la Coupe Davis, donc il n'y a pas tant de tournois que ça. Et je crois que les Suisses ont joué les barrages. Et c'est pour ça, Karl, que la pause. C'est pour ça, Karl, que la pause entre Wimbledon et Montréal, elle est importante et que il faut pas commencer pour les grands joueurs à jouer Hambourg, à jouer Kitzbühel, à jouer. Mais ils le font pas. À jouer Atlanta, à jouer Washington. Il y a que Nadal qui est parti jouer à Hambourg, parce qu'il a besoin de points. Voilà, mais bon, tous les tours, Hambourg, Kitzbühel, Atlanta, Washington, c'est des tournois un peu piégeux parce que finalement. Derrière, si tu veux enchaîner Montréal, Cincinnati et l'US Open, tu manques de jus. Et honnêtement, je pense que Murray a manqué. Je pense que le fait d'être allé loin à Montréal et loin à Cincinnati, et à chaque fois avec des longs matchs contre Djokovic, tout ça, le fait qu'il a manqué un peu de jus aussi contre Kevin Anderson. Il a voulu trop jouer. Il a voulu trop jouer, Murray. Je pense qu'il a trop voulu penser qu'il était vraiment très très fort physiquement et que malheureusement, il était pas aussi fort que ça, quoi. Et il paye. Moi, je dirais même qu'il paye les excès de son. Uniquement à la confiance. Il paye les excès de son année aussi, où il joue, je sais plus, sur terre battue. Il joue, je sais pas, oui, il joue à Munich, il joue à Madrid. Il joue Munich-Madrid back-to-back et il gagne les deux tournois. Voilà. Ce qui fait qu'il lui a manqué justement un peu de jus à Roland-Garros lors de la demi-finale. Et moi, je pense qu'il doit tirer des enseignements de cette année, que ce soit à Roland-Garros ou à l'US Open, de se dire que maintenant, voilà, il fait partie des favoris, qu'il est sûrement, qu'il est le dauphin de Novak Djokovic et qu'il peut battre en plus Novak Djokovic à la régulière comme il l'a fait à Montréal. Et il était pas loin à Roland-Garros, et que maintenant il doit un peu imiter Djokovic dans sa manière de penser les tournois, qui lui a beaucoup moins joué. Voilà, qui lui a beaucoup lui il joue plus du tout. Il joue plus du tout. Il joue très très peu. Il joue que les grands tournois. Il a pas joué à Madrid, il a pas joué à Washington, il joue que les Master 1000 et pas tous, et je pense que Murray devrait un peu s'inspirer maintenant de ce que fait Djokovic, parce que c'est les deux, c'est le numéro 1. Tu vois, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu dur, parce que tu vas s'il a le même programme que lui, il va se retrouver que face à lui tout le temps, t'es en fait ta tête. Il a peut-être envie d'en claquer une, quoi, tu vois. En même temps, il se fait taper match-là qui doit gagner. Hein.
Bah oui, parce que c'est le gars qui l'a battu le plus cette année. Hein. Il perd en finale à Miami contre Djokovic. Il perd en demi à Indian Wells, je crois, contre Djokovic. Il perd en demi-finale à Roland Garros contre Djokovic. Bon voilà, il perd. Il n'aurait pas eu la même saison s'il battait Djokovic. Donc je pense qu'aujourd'hui à Montréal, il a trouvé des clés. Et je pense que cette saison, il s'est rassuré parce que l'année dernière, il n'avait pas fait une bonne saison, il revenait de blessure, il s'était quand même pris un 6-1, 6-0 par Federer. Je pense qu'il avait besoin d'une année pour se rassurer, mettre son jeu en place, faire ce qu'il a fait avec Amélie. Et je pense que l'année prochaine, il doit mieux gérer son emploi du temps. Oui, mais je pense que justement, à mon avis, il y a aussi un petit déséquilibre entre le fait que dans cette espèce de vacances du pouvoir entre Amélie Mauresmo et Bjorkman, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu il y a eu une perte d'habitude, une perte de repères, et j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins bien à cause de ça. Ah, ça c'est sûr aussi. Hein. Murray, c'est un peu comme Djokovic, c'est des grands enfants et ils ont besoin de stabilité. Et je pense effectivement que ce qui s'est passé avec Amélie et la naissance de son enfant l'a pas aidé. Et t'as vu ce qu'il dit à un moment. Hein. T'as vu ce qu'il dit à un moment. Il lui envoie des textes, il lui dit, elle me répond avec des photos de bébé. Oui. Et puis t'as vu quand même qu'à Montréal, il remercie. La première personne qu'il remercie, c'est Amélie, et il dit, je viens d'apprendre qu'elle a accouché. Enfin, on voit que ça le travaille et que. On voit que ça le travail dur, oui, ça c'est clair. Hein. On voit que ça le travail et que ça, effectivement, ça l'a déstabilisé, c'est sûr. Après, bon, c'est compliqué, on peut pas émettre de jugement non plus. Hein. Il n'y a pas de jugement là, c'est plutôt on regarde un peu la situation telle qu'elle est et on regarde la situation telle qu'elle est. Hein. Mais bon, on va avancer. La conclusion quand même, c'est que c'est un gros bébé, Murray. Hein. Faut pas l'oublier ça. Hein. Bah, oui, il y a encore sa mère qui vient le voir jouer. Hein, donc. Il y a sa mère, il y a sa femme, il y a Amélie. Enfin, il a besoin de femmes autour de lui, Murray. Eh ben, c'est pas une mauvaise chose. Bon, alors, on parle tout de suite. Allez, prévision pour les filles. On va être rapide pour les filles puisqu'on a que 10 minutes, on a que 8 minutes au lieu de 15. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas vu la fin du match avec Mladenovic. Parce que je suis en train de bouger. Elle mène 2-1 dans le troisième. Elle a gagné le deuxième. Elle a gagné 7-5 le deuxième. Ah bah d'accord, bah, ça c'est incroyable ça. Au mental. Si on nous l'avait dit il y a quelques mois, au mental. Bon, au mental, c'est quasiment un gros mot. Est-ce que Vénus peut Non, c'est pas possible ça. Est-ce que Vénus... Alors moi je pense qu'elle n'a pas le droit. Je pense que c'est interdit, que... moi aussi je dis c'est impossible. Bon, ok, déjà, posons la question autrement. D'accord? Posons la question autrement. Elle veut gagner. Tu joues contre ton frère. T'es joueur de tennis, tu joues contre ton frère qui va peut-être rentrer dans l'histoire en faisant un grand chelem historique qui a pas été fait depuis une vingtaine d'années, depuis 27 ans. Ouais, et tu crois que gagner 5 grands chelems d'affilée, ça a jamais été fait, non? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, est-ce que toi, en tant que grand frère, tu vas battre ton petit frère et lui interdire lui interdire l'exploit? Non, mais tu vois, ta question, elle est compliquée, Karl, parce que ça dépend vachement des relations que tu as avec ton frère. Ça dépend vachement. Évidemment, si tu as des relations où tu as envie de le planter, bien sûr que tu vas le faire, mais... Ça peut être Abel et Caïn, la jalousie entre frères... mais là, on voyait bien, on a souvent dit que dans les matchs entre les deux. C'est le père qui choisissait. Voilà, c'est le père qui choisissait et qui regardait et qui donnait les résultats. Bon, sauf que cette ère, elle est terminée. Elles sont grandes, elles ont plus
Ah non, mais elles sont pas grandes, il y a tout l'entourage autour, etc. Oui, non, elles sont pas grandes. Je suis de toute façon, il est clair qu'elle ne fera jamais, Vénus ne fera jamais l'offense de battre Serena à l'US Open. Dans Non, mais elle pourra le faire, mais s'il y avait pas de l'enjeu comme il y a de l'enjeu, là il y a quand même un enjeu qui est. Non, elle le fera, elle le fera pas. Elle le fera pas. Tu te doutes bien, William, que Vénus va pas, par exemple, si elle gagne un set, elle va pas, si elle gagne le premier set, elle va pas se jeter dans tous les sens en hurlant des commands et bruyant dans tous les sens, bien pour Oui. se motiver comme il faut. Et inconsciemment ou consciemment, ça encore on ne sait pas. Mais même la question, c'est même si elle voulait le faire, est-ce qu'elle pourrait le faire? Alors ça, c'est encore une autre question. Hein. Ah, elle a les armes, mais après c'est Serena contre Serena à tous les matchs. Non, mais même pas dans ce match-là. Je pense que là, sa sœur Valide a gagné. Oui. Disons-le tout net. Ça va être un 3 et 4. Oui. Bon, la question, c'est qui peut arrêter Serena? Et ben moi, je pense qu'il y a quand même encore Kvitova. Mladenovic. Il y a encore Kvitova. Azarenka, elle sera peut-être juste. Mais Williams qui va bientôt être à 2 matchs d'y penser très fort. Même Alep a dit qu'elle serait la première ravie si elle le faisait. Donc ça veut dire si elle rencontre Alep en finale, Alep ne voudra pas gagner. C'est gagné. Comment ça, Alep ne voudra pas gagner? C'est quoi ce délire? Alep a dit qu'elle serait ravie qu'elle le fasse. Donc enfin moi je m'intéresse toujours. Attends, mais ça c'est complètement n'importe quoi. Enfin, excuse-moi, mais c'est de la langue de bois. Non, c'est pas du tout de la langue de bois. Moi, je pense qu'il y a des moments où il y a l'inconscient qui parle et que il y a l'inconscient qui parle. Il y a ce que tu souhaites vraiment qui parle et ce qu'elle souhaite vraiment, c'est qu'elle souhaite vraiment voir Vénus gagner, Serena gagner. Donc ça veut dire que si elle rencontre Alep en finale, Alep ne la battra pas parce qu'elle en sera incapable. Et ben moi, parce que ce qu'elle a en tête, c'est totalement autre chose. Moi, je pense qu'Azarenka, elle a pas ça en tête. Hein. Ah non. Azarenka n'a pas ça en tête, Kvitova n'a pas ça en tête. Mais Alep, elle a ça en tête. Donc tu sais déjà, les joueurs... Oui. Bah, de toute façon, Karl joue bien quand même, là. Karl, de toute façon, il y a... Non, mais soyons honnêtes. Bon, à part Serena contre elle-même, à part Serena contre Serena, aujourd'hui... Mais non, mais il peut toujours y avoir... Il peut toujours y avoir un problème, il peut toujours y avoir des choses qui se passent. Il peut toujours y avoir un problème, mais la seule joueuse qui peut potentiellement être un peu le Wawrinka du circuit féminin, c'est Kvitova. Bon, voilà. Bien sûr. Kvitova qui se réveille bien et qui est en forme. Et bien entendu. Pour moi, c'est bien entendu. Il n'y a que Azarenka pour moi. Et Azarenka aussi. Elle me paraît un tout petit peu légère. Un poil juste. Un poil juste. Elle était bien sur terre battue parce que finalement la balle allait pas trop vite. Mais sinon là, on voit que si la balle va un peu vite, elle est quand même beaucoup moins bien. Mais c'est presque, pour en revenir sur Vénus contre Serena, qui a été programmée en night session ce soir, c'est presque un match d'exhibition. Enfin, Oui, clairement. C'est presque un match d'exhibition. On est presque dans un match d'exhibition. Pour moi, c'est un match d'exhibition. Pour dire, ça va être un 6-3, 6-4 où il n'y aura aucune balle de break. Voilà. Bon voilà, il reste un quart d'heure, on va peut-être passer aux hommes où il y a peut-être un peu plus de choses à dire. Il reste 3 minutes pour les femmes quand même, soyez pas durs les mecs, on parle pas beaucoup des nanas, il reste 3 minutes. Bah non mais on a tout dit, Azarenka, Kvitova, en outsider réel quoi. Enfin le fait que tu me dises que Simona Alep ait dit ça, pour moi elle a déjà perdu le tournoi. Ah bah évidemment. Évidemment. C'est nul. C'est presque nul comme déclaration, je trouve. Mais qu'elle le pense ou qu'elle le pense pas, le fait qu'elle l'ait dit, elle a déjà perdu le tournoi. Donc, enfin bon, de toute façon, voilà. Simona Alep, espérons qu'elle perde le plus tôt possible, parce que c'est nul. C'est pas nul, mais c'est pas vraiment des propos de champion. Ben oui, c'est ça. Et d'ailleurs, le fait de dire ça me fait dire que
Simona Alep sera peut-être jamais numéro 1 mondial. C'est possible. C'est possible. Elle est trop gentille, elle est trop bien gentille. pensante, j'ai l'impression. Ouais, tu vois. Je sais pas si elle est bien pensante, mais en tout cas, elle est une fille comme Sharapova, elle aurait jamais dit ça. Ah bah non, jamais de la vie. Bah, Ah bah, non. surtout pas Sharapova. Ah oui, Ouais. Sharapova, elle aurait Donc, jamais dit ça. Enfin, Sharapova, Azarenka non plus. elle aurait eu qu'une idée en tête, c'est empêcher Serena de faire le grand chelem. Elle aurait fait des passings au corps, elle aurait tout Ah, tenté. elle aurait tout essayé. Donc voilà. Non, mais je trouve que c'est que là. Donc, en tout cas, il ira à la chercher fin, c'est médaille qui pour moi. À la fin, qui gagne? Bah, de toute façon, Qui voyez-vous en finale? le tennis féminin, ça se joue à 2 et à la fin, c'est Serena qui gagne, non? Non, Ouais, mais, mais parfois, il lui arrive même de jouer toute seule. Karl, on en parlait. Pour moi, je ne vois pas Serena gagner, mais je suis incapable de te dire qui va gagner. Parce que je pense que Serena va se tendre. Ou Ouais. contre Kvitova ou contre Azarenka. Moi, je suis ou- d'accord avec Enzo. Serena va craquer. Oh, bah, moi, je la vois quand même gagner. Moi, je la vois gagner quand même. Non, moi, elle je a pense failli que craquer c'est contre une, Sand. c'est une grande enfant, Serena, et elle va craquer. C'est une grande enfant, mais c'est une énorme championne quand même. Moi, je la vois quand même gagner, mettre Bah, le dernier coup de. Bah, on verra. Je la vois mettre- Je la vois mettre le dernier coup dans le cercueil. Le coup de grâce, quoi. Eh ben, on verra. Réponse Et- samedi. Réponse Est-ce que samedi. d'ailleurs, si elle gagne l'US Open, elle arrêterait pas après pour partir là-dessus? Non, mais non. Bah non, elle visera un 6e grand chelem d'affilée. Voilà. Ah ouais, parce que ça, ce serait symbolique. Quand même. Non, mais elle est pas mal physiquement. Elle a encore envie de jouer. Elle a encore envie de progresser. Personne ne peut la battre. Ce serait vraiment. Il y a les Jeux Olympiques aussi qui vont arriver quand même dans moins d'un an maintenant. Ça fait quand même pas mal de choses. Hein. Alors peut-être qu'après les Jeux Olympiques, ce sera plus dur à motiver tout ça. Ouais. Jusque là, ça va se. Bah là, de Elle toute a- façon. Elle a jamais gagné les JO en simple. Tu sais. Bah si, elle les a gagnés pas plus tard qu'à Londres. Si, Ah bon ouais. Ah oui, à Londres. Elle les Ah, a il gagnés faut 3 que fois. c'est Elle les a gagnés 3 fois en double aussi. Ah Ouais, elle les a gagnés. Ah oui. Non, c'est on met- pas un vrai objectif pour elle. Alors. Enfin, c'est pas un objectif comme ça pourrait être un objectif pour Federer, par exemple, qui n'a jamais eu la médaille d'or. En simple. Ah non, mais c'est pas comme Roger qui lui va. Oui, non, on est d'accord. Alors, Contre Mladenovic, elle a failli breaker là. Elle a eu un coup du sort sur balle de break, une balle de Vinci annoncée faute, challenge est bonne et Vinci a recollé. bah zut alors. Ah oui, bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est dur. Hein. Bon, bah va falloir qu'elle fasse preuve un peu de fortitude. Et si mental. elle nous faisait une Marion Bartoli? Oh, waouh, ce serait énorme, hein. Ce serait énorme. Et là, on n'aurait pas Karl qui défilerait sur Trafalgar Square. Non, quand même pas, non. Non, bah non, parce que je serais plutôt content. Donc, tu vois, quand je défile, c'est que je suis moyen sur le résultat. C'est que vraiment, je me suis trompé. Je me dis, c'est terrible. Mais bon, elle, j'adorerais l'avoir gagné. Bon, Bah, allons-y, les allez, on garçons, passe aux Elle aurait garçons. presque les armes. Hein. Bah les garçons. C'est pas qu'elle les aurait presque, c'est qu'elle les a. C'est pas qu'elle les aurait presque, c'est qu'elle les a. Elle en a même de trop d'ailleurs. Elle a peut-être Mais là- même tellement d'armes qu'elle va pas gagner. Non mais là en plus mais là c'est même plus un alignement des planètes qu'il faut, c'est un alignement de tout le cosmos possible. Bah en parlant d'alignement des planètes, notre ami Wawrinka, Ah, La Wawrinka. transition. Ah, quel homme. l'homme des grands rendez-vous, hein. Je crois qu'on va l'appeler comme ça parce que. Bah oui, on peut l'appeler comme ça parce que mine de rien, ce garçon, il a quand même déjà de grands chelems. Bah ouais, non, il en a autant que Andy Murray qui est censé être dans le Big Four. Et il Donc, avance en Exactement. Et c'est un joueur qui cette année se rate à peu près partout sauf en Grand Chelem. Donc
Donc on peut peut-être l'appeler l'homme des grands Bah, rendez-vous. il s'est raté contre Gasquet quand même, malheureusement pour lui à Wimbledon, alors que vraiment on pensait pas qu'il allait se rater contre lui. Ouais. Sauf dans le 5e où il se réveille vraiment et il tombe contre un Gasquet énorme. Mais finalement, à l'Open d'Australie, il est là. Bon, il se prend 6-0 par Djoko au 5e set, mais il est quand même là. À Roland-Garros, il est plus que là. À Wimbledon, bon, quart contre Gasquet, 5-7, bon, ok, mais il est là, quoi, il est en quart. Et là, il est encore là. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas eu encore de test, donc on peut pas vraiment dire. On peut pas vraiment. Bon, déjà, il a pas perdu. Donc Wawrinka, c'est souvent il a. Enfin, c'est un joueur qui arrive à perdre facilement contre moins bien classé que lui. Donc déjà, on sait qu'il est présent. Maintenant, premier test, Kevin Anderson. Moi, je pense que Kevin Anderson va subir un peu le syndrome du jour d'après. Ah, donc, le day after. Le donc, fameux jour d'après. Voilà, donc je vois Wawrinka sortir vainqueur de ce duel face à Kevin Anderson qui va un peu connaître le symptôme du jour d'après. Après, en parlant de stats, il faut pas oublier que les 4 derniers Wawrinka-Anderson se sont soldés par 4 victoires d'Anderson. Et comme je prends les séries statistiques, je mise sur Anderson en 4-7. Mais c'est pas en 3-7 gagnants, c'est pas en quart de finale de Grand Chelem, c'est pas... Alors pour aider, avoir battu Murray, enfin bon. Pour aider, je vais quand même vous dire quelque chose pour aider. J'ai vu hier après son match où il gagne en 4-7 pardon face à Donald Young et évidemment Wilander pardon. Il prend un 6-1 violent quand même. Hein, et bien justement, on va parler de ce 6-1. Wilander lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Wawrinka lui dit je sais pas, mais j'en ai rien eu à faire. Je me suis dit j'ai perdu le fil, je vais le retrouver. Et il s'est remis à jouer pareil. Et ça c'est très important parce que là on voit quelqu'un qui est tout à fait à son affaire et qui se dit je perds un set, je me suis pris 600, c'est pas grave, j'ai eu un trou d'air, je l'oublie. Et ça, c'est vraiment une des qualités principales du champion, c'est d'oublier les mauvais moments pour se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux. Et on l'a vu, il a repris sa marche en avant. Ouais, et je suis pas sûr qu'Anderson il sache faire ça. Non, il est trop fébrile. Moi, je pense qu'Anderson sera battu effectivement par Wawrinka. Parce que et puis parce qu'il a énormément donné. En fait, si vous voulez, il est sur un run de 4 matchs à Salem. Voilà, et puis il commence. Il a donné physiquement, mais aussi nerveusement. Et là, il a subi. Ça tire sur le bestiau là. Il a subi une décompression après la victoire de. Aujourd'hui, Voilà, donc, il est vidé physiquement et nerveusement. Wawrinka. Voilà, donc à mon avis, il risque de prendre une grosse torchée en 3-7. Hein. Donc, ok, passons à Djokovic, Lopez. Ah non, t'avais pas fini, Enzo? Bah, je crois pas. Je vois bien, au minimum, il va quand même bien l'embêter, mais je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas Wawrinka s'en sortir très facilement. Ça va être un match très serré. Et. Ouais, mais tu peux imaginer un 7-6. Non, mais ça sera. Non, ce sera pas un match aussi serré. D'abord parce que, comme on l'a dit, et je pense qu'on a absolument raison, il va avoir le coup du jour d'après, et ça c'est une évidence qu'il va l'avoir, parce que c'est quand même des résultats qu'il n'a pas obtenus. Il commence à en avoir plein les guibolles. Ça s'est vu par certains moments et par certains aspects hier. Oui, puis il a joué 4h30, il a enchaîné, et puis il a pas un physique, il est grand, hein, il fait plus de 2 mètres, je sais pas combien, il récupère. Ouais, mais il est grand, mais il est léger. Donc, blanche, donc il est plutôt dans une filière d'endurance au niveau de son corps. Il a plutôt un corps de mec endurant, pas de gros muscles. Les gros muscles, c'est ce qui bouffe le plus d'énergie, de sang, et qui te demande de gros efforts cardiovasculaires. Moi, je vous interromps parce qu'il reste 5 minutes et on a fait qu'un des 4 quarts, donc il faut peut-être qu'on passe au suivant. Oui, Gasquet Federer, non? On en parlait un petit peu. Alors, on va garder ça pour la fin. Allez, Sili Tsonga, parlons de Tsonga un peu. Ah, c'est Sili... ça, c'est match étrange.
C'est pas un match étrange pour moi. J'ai un mauvais pressentiment pour Tsonga, qui n'aime pas les gros serveurs. Pareil, j'ai un mauvais pressentiment aussi. Et le fait justement de ne pas avoir perdu de son service, c'est une très bonne chose. Mais quand on commence à le perdre, eh ben ça devient une très mauvaise chose. Parce qu'on commence à focaliser sur le fait qu'on ait perdu son service. Moi, je pense que c'est pas très grave de perdre son service. Le tout, c'est de pouvoir faire le break immédiatement après et de pouvoir se remettre dans le coup très 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 vite. Et il se trouve que il n'a pas eu l'habitude de faire ça pendant 3 matchs. J'ai aussi un mauvais pressentiment pour Tsonga. Ouais, mais il n'aime pas ces joueurs-là. Il n'aime pas les Tsilic, il n'aime pas les Karlovic, il n'aime pas les Gugus comme ça qui lui servent des bombes dans la tête. Ouais, je le vois péter un câble, rater un ou deux tie-break, et puis voilà. Mais pour moi, vous oubliez quand même certains éléments. Parce que, bon, Silic n'a pas été vraiment excellent depuis le début du tournoi. Mais non, mais il est jamais... C'est son style caractéristique. Ouais, c'est son style, voilà. Ouais. Et surtout, cette année, même si Tsonga ne fait pas une grande saison, sauf son Roland Garros où il nous a fait bonne impression globalement, il fait pas une grande saison, mais il a quand même retrouvé son âge de la maturité à 30 ans. Il est un peu plus philosophe. Même contre Karlovic à Wimbledon, il ne s'énerve pas. Là, je pense qu'il ne va pas s'énerver. Et c'est pour ça que je la sens bien pour lui, parce que justement, il sert très bien. On a un Silic qui fait pas un grand tournoi, qui a été malmené dans l'échange contre Kukushkin, et même parfois contre Chardy, où son niveau de jeu était catastrophique. Et il nous montre des très belles choses. Bah, de toute façon, Enzo, il est favori, hein, de son gars. Hein. Il est favori. Non. Ah non. Ah si, il est favori. Ah non, il est outsider, totalement. Ah non, il est favori. Bah contre le tenant du titre. Non mais ça veut rien dire, c'est le tenant du titre. Non mais d'accord, mais son gars est favori. Ça par contre, on n'est pas d'accord. Il fait pas une grande saison Silic, mais Tsonga non plus. Et surtout, Silic a l'avantage de jouer très bien à Flushing Meadows, alors que Tsonga, c'est loin d'être... Et de jouer très bien, il a bien joué une fois, bon, voilà. Non, il a failli sortir Murray en 2012. Bon, ok. Il joue bien, quand même. On verra, ok. Est-ce que Lopez peut poser des problèmes à Djokovic ? Non. Non, ça va être 3-7 un peu à la Djoko, ou 4-7. Il va peut-être lâcher un set en faisant ses yeux globuleux vers son clan et repartir de plus belle après. En 3 ou en 4-7, Djokovic, évidemment. Moi, je le vois en 4. Moi, je vois Lopez qui peut quand même lui poser quelques problèmes. Mais je le vois pas passer quand même. Ah non. Ça va être... c'est le seul quart qui est totalement prévu. Bah non, il y en a un autre aussi. Hein. C'est Federer-Gasquet. On verra bien ça. On en a parlé aussi. Non, on en a parlé, mais on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé ici à l'antenne. On en parle. Oui, c'est bien. On en parle sur les chats. Non, mais on n'en a pas parlé à l'antenne. On va en parler. Federer-Gasquet. Gasquet est supérieur à Federer sur la diagonale de revers. Le problème, c'est qu'il ne la verra pas. Il ne la verra pas parce que il la verra pas sur les services de Federer, parce que sur les services de Federer, bah, évidemment, il sera dominé sur la première balle et Federer sert des très très belles deuxièmes qui sortent complètement le joueur, donc il va avoir du mal à instaurer des échanges en diagonale de revers sur le service de Roger. Ça va être très compliqué. Et il va, sur son service, s'il n'a pas un bon pourcentage de première, se faire systématiquement agresser sur ces secondes qui ne sont pas monumentales. Donc, le problème que va connaître Richard, en plus, quand vous regardez les dernières confrontations, que ce soit à Miami ou à Dubaï, je crois, la dernière, où il prend 6-1 et je sais plus quoi. En Coupe Davis, il n'existe pas non plus. En finale, voilà. Et puis, on sait que Richard, il craque un peu dans les moments chauds, chose que Roger ne va pas faire. Quand vous rajoutez à ça le fait qu'ils vont jouer sûrement en night session, où Federer n'a jamais perdu, ça va être compliqué pour Richard, Enzo. Bah, j'ai eu un peu une vision un peu prémonitoire, etc. Mais
c'est pas totalement infondé parce que Gasquet, depuis le début de la saison, on voit un bon Gasquet, mine de rien. Il avance, il est plutôt bon, il est appliqué, etc. On voit un bon Gasquet depuis le début de saison. Et je pense que sa demi à Wimbledon lui a donné de la maturité supplémentaire. Son début de tournoi, bon, il a un peu galéré parce qu'il a eu des tours un peu pièges au début. Il a un peu galéré, mais il s'est vite remis dedans. Il bat un Berdych qui est régulier, mais qui est un peu en difficulté. Il bat quand même un Berdych qui est toujours difficile à jouer. Non mais Enzo, on dit pas que c'est un mauvais, on dit pas que c'est un mauvais Richard. Il joue bien Richard en ce moment. Mais t'as quand même Federer qui a perdu un match depuis Roland Garros, qui est la finale de Wimbledon, qui a enchaîné Halle et Cincinnati sans se faire briquer une fois, qui n'a pas perdu un set, qui est ultra agressif, typiquement ce qu'aime pas Richard parce qu'il va être pris à la gorge. Le problème, c'est pas que Richard joue mal, Richard joue plutôt bien. C'est qu'il joue contre, peut-être le meilleur joueur du moment, donc et qui a l'air en plus en forme. Et honnêtement, si on regarde un peu, on n'en a pas parlé, mais si on regarde le parcours de Federer, à part peut-être une baisse de régime contre Kohlschreiber. D'ailleurs, Karl a noté, c'est le seul match qu'il a joué en journée. C'est important de le noter. Hein. C'est important de le noter. À part parce qu'à Cincinnati, il a joué tout le temps le soir aussi. À part sauf la finale. Sauf la finale. À part un match qu'il joue en journée contre Kohlschreiber où il faisait vraiment chaud et où il a peut-être eu un petit coup de chaud à un moment, où il se fait breaker 2 fois. Federer, il a complètement manœuvré Isner. Complètement manœuvré Isner. Enfin, je veux dire, il lui a imposé le tarif 7-6, 7-6. Ça aurait pu être 7-6, 7-6, 7-6. Bon, ça a été 7-6, 7-6, 7-5. Mais c'était c'était le tarif qu'il voulait lui imposer, quoi. Voilà. Mais après, Federer est très bon aussi. Mais Gasquet a une carte à jouer. Il a quand même des atouts à faire valoir. Et pour moi, il ne va pas être ridicule. Non, mais il va peut-être pas être ridicule. Et Richard joue bien en ce moment. Mais ça, pour moi, ça va pas passer. Et comme vous connaissez mon amour pour les grosses cotes... Bah, elle est à combien la cote de Richard? Tiens, c'est intéressant ça. Ah, je sais pas ça. Faudrait regarder. Elle doit être élevée. Bon, il faut et si on se dépêche, si on se projette quand même sur après les demi-finales. Allez, parce que moi il y a un match qui me fait peur et on a peut-être 5 minutes pour en parler et qui risque d'arriver. C'est Wawrinka Federer. Parce que je vois bien les deux Suisses s'entretuer, un peu comme ils l'ont fait en demi-finale, demi-finale du Masters. Ouais, et après, t'en as un qui peut même plus marcher pour aller affronter. Exactement. Et que ce soit Wawrinka ou Federer qui se réveille le lendemain, qui puisse plus bouger le doigt de pied, et que Djoko qui arrive avec son tableau sans top 20 et qui fait opportuniste. Et bah voilà, honnêtement, c'est quelque chose qui peut arriver. Le Wawrinka Federer, ils peuvent s'entretuer et il est très probable. Non, vous inquiétez pas, il y a la musique, mais on peut continuer à parler encore quelques secondes. C'est un peu comme quand les Français se rencontrent, hein. Quand les Suisses se rencontrent, ils se connaissent par cœur. C'est un match qui est tactique. Il y a les femmes des joueurs, il y a Mirka, il y a Crybaby, il y a plein de choses. Non, mais il y a plein de choses qui remontent. Et c'est des matchs qui sont physiquement, nerveusement, on peut jouer contre un peu. Nerveusement, très 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 dur. Et ils les aiment pas ces matchs Federer. Et Wawrinka non plus d'ailleurs. Hein. Les deux. En plus, ils se connaissent depuis tellement longtemps, quoi. Ils se connaissent depuis 12 ans. Voilà. Moi, mon avis, hein, s'il y a un Wawrinka Federer, c'est que le seul qui derrière peut potentiellement battre, enfin, le seul qui peut en sortir moins amoché que l'autre, c'est Wawrinka. Parce que si jamais Wawrinka il s'en sort rapidement, qu'il fait exploser Roger et que derrière il décide de tout lâcher face à Djokovic, pourquoi pas. Mais je vois mal Federer enchaîner Wawrinka et Djokovic. Est-ce que Djokovic peut être surpris en demi? Pardon? En demi, est-ce que Djoko peut être surpris en demi comme l'année dernière par un Non, parce qu'il a été surpris. Non, je pense qu'il voudra pas, quoi. Il voudra pas, je pense qu'il voudra pas. Et, il veut la gagner, celle-là. Je pense qu'il veut gagner les 3 titres pour mettre un point d'honneur à dire voilà, j'ai eu un accident industriel à Paris, mais je suis capable de faire le grand chelem. Mais je pense que Djokovic espère secrètement que
que Wawrinka va pas revenir au fourneau en finale. Parce que je pense que ça va lui faire remonter des mauvais souvenirs de voir Wawrinka. C'est clair. Donc, ok, bon bah les garçons, on va s'arrêter là. On a été un petit peu plus long. Donc on va souhaiter à tout le monde bon tennis, bonne fin de tournoi. On débriefera le tournoi la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à tous les nouveaux qui nous écoutent. Vous pouvez nous envoyer des messages. C'est vrai qu'on n'a pas trop regardé aujourd'hui les messages que vous pouvez nous envoyer, mais on fera ça un peu mieux la semaine prochaine. Et Karl, il y a 3 partout dans le dernier set entre Kiki et Vinci. Et c'est extrêmement serré. Et c'est très serré. Voilà. Voilà, et je pense qu'elle vient de faire un truc, il y a 40 là, et je sais pas, il y a un point que j'ai pas trop vu. Avantage Vinci, voilà. Bon, on va se quitter. Avantage Vinci. Et ouais, donc balle de break. Bon, ça marche pas très bien. Bon, espérons qu'on pourra donner une bonne nouvelle la semaine prochaine. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye. Bon, jusqu'à bon 20h30, tennis à tous. Tennis Talk en direct sur Radio One.